Bonsoir. Pour finir cette année 2022, je vous propose de revenir sur mon combat originel, celui contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité en France. Je reste toujours actif pour mener cette guerre, pour l'enfance martyre, sachez-le. Bien que je tâche d'attaquer le problème à sa racine, c'est-à-dire au niveau de l'occupation de la France par ces forces maléfiques qui se déchaînent d'ailleurs en ce moment pour plonger le pays, en l'occurrence, dans un chaos terminal nécessaire à l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais bien, ça n'est donc pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous offre, pour commencer, une interview exclusive que j'ai prise l'été dernier, juste avant de partir en cavale, d'une courageuse mère protectrice, Gladys Riffard. C'est une vidéo prise par mon amie Chloé Framery et qui devait s'insérer dans un documentaire sur la terreur d'État en France que nous avions en projet commun. Il était question à ce moment-là de produire un dossier complet avec ses pièces jointes et éléments divers illustrant le climat de pure terreur d'État en objet, mais ma situation ne m'a hélas pas permis de rester en contact avec Chloé Framery et d'aller jusqu'au bout de ce projet de journalisme indépendant qui donc est tombé à l'eau. Alors, j'ai malgré tout décidé de publier cette interview qui a été réalisée sans véritable enquête de ma part, parce qu'elle accompagne parfaitement le dossier que je vous propose à la suite, le dossier spécial sur l'affaire Camille, riche en révélations percutantes. Cependant, afin de contourner la censure de YouTube, qui a bloqué ma vidéo immédiatement à sa publication le 25 décembre au soir, je parle donc de celle du dossier spécial sur l'affaire Camille, eh bien je ne vous offre à la suite sur ce compte YouTube qu'un court extrait et je vous renvoie à la version intégrale explosive sur le site de Pédopolis. En troisième partie, que je tenterai malgré tout de publier sur mon compte YouTube, je vous offre une mini-conférence sur les dessous de la pédocriminalité, afin que vous puissiez placer toutes ces affaires dans leur réel, insoupçonné et effroyable contexte. Voici donc, pour commencer, le témoignage exclusif de Gladys Riffard, et je vous retrouve juste après pour placer quelques remarques essentielles. Merci. Bonjour Gladys. Enchantée Stan. Eh bien, c'est moi qui suis enchanté. Enchanté à double titre parce que tu as accepté donc de témoigner dans ce nouveau documentaire que nous sommes en train de concocter, qui traite spécifiquement à nouveau, hélas, de protection institutionnelle de pédocriminalité dans le cadre de la terreur d'État en France. Voilà, donc Gladys, je ne connais que très brièvement ton histoire et donc je te laisse libre soin de nous expliquer en détail, sereinement, ce qui t'est arrivé, où tu en es en ce moment. Très bien, bah écoute, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, on va reprendre dès le début. Voilà, moi j'ai été maman en 2015 d'une petite fille. Je me suis séparée du père biologique en 2017 puisque la relation était déjà toxique. Et ma fille, à 3 ans, m'a fait ses premières révélations d'inceste. Quand elle me disait que son papa lui touchait les fesses et les minous. À 3 ans. Voilà. Donc okay. Ça a été très dur à entendre parce que d'abord je n'ai pas voulu le croire. Hein. J'ai fait du déni quand elle m'a dit ça en me disant que ce n'était pas possible. Enfin, j'ai essayé de chercher d'autres explications et malheureusement ces révélations spontanées ont confirmé avec le temps qu'elle subissait des viols de son père biologique. Est-ce que, petite question, est-ce qu'il y avait des traces visibles physiquement? Non. 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 Par contre, c'est vrai que ça m'a rappelé des signes qui auraient pu m'alerter quelques mois précédemment, puisque quand elle rentrait du week-end chez lui, une fois elle avait le minou, son sexe, donc tout irrité. Mais je pensais que comme elle avait les couches, qu'il ne l'avait pas mal nettoyé, tu vois. D'accord. Jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Ouais. Donc c'était le 5 août, je m'en souviendrai tout le temps parce que là j'ai vraiment eu l'impression que la terre s'effondrait sous mes jambes. Donc j'ai porté plainte le lendemain. 5 août de quelle année?
2018. 2018. Alors, tu as porté plainte auprès d'un commissariat de police, d'une brigade de gendarmerie? En gendarmerie, oui, exactement. Quelle Ouais. circonscription? Alors moi, j'ai porté plainte pas à côté de chez moi parce que c'était tellement difficile. Je me suis retournée auprès de ma cousine qui m'a accompagnée, qui a gardé ma fille d'ailleurs pour pas que je puisse aller en gendarmerie avec elle. Donc c'était à Chabeuil, dans la Drôme. Chabeuil, dans Voilà. la Drôme, ok. Mais sinon, le dossier est revenu chez moi, donc à la gendarmerie de Sionzier, dans le 74. Oui. Et aujourd'hui, je dépends de la juridiction de Bonneville. Voilà. Comment s'est passé donc ta visite chez les gendarmes, la plainte? Alors, la plainte à Chabeuil, j'ai été bien accueillie, elle s'est bien passée. C'est quand les réels gendarmes qui s'occupaient de mon dossier d'enquête, à Sionzier, là, ça s'est très très mal passé. Ah. Je n'ai pas été prise au sérieux, j'ai été intimidée, menacée. En fait, si tu veux, l'enquête a duré... Pardon, par les gendarmes? Oui, par les gendarmes, même une gendarme qui a pris mon dossier, qui a voulu prendre la responsabilité de mon dossier. D'accord. Et donc, d'ailleurs, j'ai porté plainte contre la gendarme Dunant. Hein. J'ai pas peur de dire son nom. Hein. Son nom, tu peux le répéter s'il te plaît? Gendarme Dunant, Madame Dunant. Gendarme Dunant. Voilà. D'accord. Voilà. Donc en fait, quand ma fille m'a fait ces révélations, j'ai vraiment cru que c'était la pire chose de ma vie qui allait m'arriver. Et sincèrement, en fait, c'était que le début du cauchemar, si tu veux. Parce que tout a été difficile et aujourd'hui encore, ça fait 4 ans. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là pour en parler avec toi. Donc du coup, j'ai eu des difficultés, des problèmes avec la gendarmerie dans un premier temps. Donc, à travers cette madame Dunant. Ouais. Et est-ce que tu peux, on va suivre une chronologie, hein, à cette étape-là, est-ce que tu peux nous donner quelques détails de la façon dont ça s'est passé? Et si j'ai bien compris, de la façon dont l'institution judiciaire s'est retournée contre toi. Donc ça a commencé au tout début avec cette gendarmette. Voilà, exactement. D'abord, on ne me prenait pas au sérieux. Donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout impartiaux, hein, parce que ils ont mis mince que je perds mes mots. Ils ont mis en doute mes plaintes. Oui. Donc ensuite ils m'ont menacé, ils m'ont menacé parce que du coup je les ai prévenus que je ne rendrais pas ma fille à monsieur qui avait des droits. Il avait des droits de garde, mais que pendant l'enquête que j'estimais qu'il y avait un danger et tant que l'enquête était en cours, je ne la remettais pas pour pas qu'elle soit manipulée ou quoi que ce soit. Donc ils m'ont menacé à plusieurs reprises. Hein. Ils m'ont expliqué que je risquais de la prison, que je risquais 3 ans de prison, 15 000 € d'amende. Enfin, ils m'ont bien mis une grosse pression qui en soi, oui, j'avais... le choix était difficile, mais bon, voilà, pour ma fille, voilà. Donc ils allaient même jusqu'à vouloir me mettre en garde à vue et en me disant qu'une fois que je serais en garde à vue, ils prendraient ma fille et ils la donneraient au papa. Alors, petit arrêt sur image, donc, au moment où tu es à la gendarmerie avec cette gendarmette qui a voulu s'occuper à tout prix de ton affaire, au lieu de te dire, écoutez madame, vous déposez une plainte dans les formes légales, il n'y a pas de problème, le procureur est informé ou va être informé, donc il va y avoir une enquête et bien évidemment, le temps de cette enquête, par principe de précaution, votre enfant, vous ne la remettez pas à son géniteur. C'est tout le contraire, c'est-à-dire que cette gendarmette t'a fait des menaces, des pressions, et la première menace était de te mettre en garde à vue parce que tu as tout simplement expliqué que tu souhaitais donc ne pas remettre l'enfant. Donc c'était même pas, c'était juste un projet. Ne pas remettre l'enfant le temps de l'enquête. C'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Alors tu vois, pourtant il y a le juge Édouard Durand aujourd'hui de la Civise qui préconise justement de suspendre les droits de monsieur pendant ces plaintes pour inceste. Tu sais, je me permets de dire une petite parenthèse, c'est bien que ce juge le dise, mais c'est prévu dans les textes de loi. C'est-à-dire que quand il y a une affaire de suspicion, parce que c'est à la justice d'établir les faits de viol d'enfant, le principe de précaution impose, c'est la loi, que l'enfant ne soit pas mis à disposition de la personne qui est désignée par l'enfant ou le plaignant comme étant celui... Ouais, on l'oublie parce qu'ils nous mettent tellement... Et puis les autres mamans avec qui je suis en contact, hein, qui osent faire des non-représentations d'enfants, suite à ces plaintes pour inceste, vivent la même chose que moi. Alors nous, on va en garde à vue, mais lui n'a pas été convoqué suite à ces plaintes.
il n'a jamais fait de garde à vue. Hein. D'accord. Et il faut savoir que pendant l'enquête, malheureusement, comme je ne lui remettais pas et puis comme c'était quelqu'un de violent, j'ai déposé d'autres plaintes contre lui. Des plaintes pour violence, pour agression à domicile, c'est-à-dire qu'il venait chez moi, tambouriner à la porte, nous faire peur, nous impressionner avec ma fille. D'accord. Sa famille venait derrière, donc on était, si tu veux, séquestrés chez nous avec la peur de sortir. Et quand on appelait les gendarmes, qui sont intervenus après 2h30 où j'insistais, ces gendarmes ne l'ont pas mis en garde à vue. Ils m'ont demandé d'ouvrir la porte pour que monsieur voie sa fille. Il était 19h30 du soir. Donc, alors que ma fille était tétanisée, quoi. Et qu'on s'était fait insulter pendant 2h30 par lui et sa famille. Hein. D'ailleurs, tout l'immeuble s'en souvient encore. Et ils l'ont laissé partir sans le mettre en garde à vue. Ça, c'était un samedi soir. Et j'ai dû déposer ma fille chez ma maman le dimanche pour aller en gendarmerie le dimanche pour porter plainte. Parce qu'il n'avait pas pris la plainte. Ah bon? Ouais. Et cette plainte a encore été classée sans suite. Pour revenir à la première plainte que tu as déposée, où ça s'était mal passé avec la gendarme du Nord, et tu as été informé au bout de combien de temps que la plainte était classée sans suite? Et de quelle façon? Alors j'ai été informée après plusieurs lettres pas recommandées que j'ai fait aux tribunaux, avec intervention des défenseurs des droits. Et j'ai mis 1 an et demi à obtenir une lettre qui m'informait que les plaintes étaient classées sans suite. Ah oui, ouais. D'accord. Ouais, ouais. C'est pas mal. Alors continue ta chronologie. Après, voilà, donc entre-temps, ma fille parle en classe de ce que lui fait son père. Donc une information préoccupante est transmise par le directeur d'école. Bien. Aujourd'hui, on n'en a pas tenu compte. Toujours pas. Mais nous pouvons avoir le nom donc de ce professeur qui a fait un signalement Oui, c'était le directeur de l'école. Je ne me souviens plus de l'école privée où je mettais ma fille. Donc j'ai les documents qui le mettent, bien sûr. Okay. Et en plus, j'ai oublié de te dire, parce que moi, il me menaçait tellement de me mettre en garde à vue pour les non-représentations d'enfants que je suis allée en toute détresse faire appel au tribunal de Bonneville. Appeler plusieurs fois la greffière, expliquer que j'étais complètement impuissante et dans l'inquiétude. J'ai quand même réussi par miracle, par rapport à d'autres mamans, un mail du substitut du procureur qui me permettait de garder ma fille pendant l'enquête préliminaire. Ah. Et bien malgré ça, j'ai été accusée donc, de non-représentation d'enfants et les gendarmes me convoquaient pour non-représentation d'enfants. Hein. Oh, mais c'est surréaliste. Ouais, vraiment. Là, cette année, quand j'ai été au tribunal correctionnel pour ces non-représentations d'enfants, ils m'ont dit que ce mail n'était pas officiel, n'avait pas de valeur. Voilà. Enfin, voilà. De toute façon, quand on leur apporte des... consigne émise par un vice-procureur, un substitut du procureur. Oui, substitut du procureur. C'est pas valable, non. C'est pas comme ça que ça... Ouais, ça marche. Et qu'est-ce qu'il en pense, substitut de procureur, lui? Ah ouais, j'ai pas eu de réponse. Je pense que lui s'est bien fait taper sur les doigts parce qu'il n'aurait jamais dû écrire. Parce que quand il m'a dit ça par téléphone, je lui ai demandé à tout prix un écrit. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas un papier tamponné, mais c'était un mail. Oui, absolument. Voilà. Aujourd'hui, ça fait foi. Donc je m'en suis servie, mais sans valeur. Quoi. Ça n'a pas suffi pour qu'il m'oppresse pendant toute l'année. Donc ça, c'était en août 2018. Donc on avait des pressions, moi j'étais harcelée par téléphone, menacée, insultée par lui et sa famille. J'ai fait une plainte pour abandon de famille, alors ça si tu veux pour moi ça n'a pas de valeur, mais c'était important de le faire d'après mon avocat parce que comme il ne payait pas de pension alimentaire et que ça c'est une plainte au pénal qui lui risque 2 ans de prison, c'était important que je la fasse. Ouais. Elle est sans suite encore aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ensuite, il a essayé d'enlever ma fille à l'école. Alors quand je dis qu'il a essayé de l'enlever, c'était parce que ce n'était pas pendant ses droits de garde. Il est allé à la sortie de l'école. C'était comme je travaillais, c'était ma maman, si tu veux, qui récupérait ma fille à l'école. Et il a essayé de lui arracher des bras. Donc ma maman et ma fille ont eu très peur. Elles ont crié et donc elles ont été aidées par des parents qui étaient là à la sortie d'école. Okay. Un papa a emmené ma maman et ma fille à la gendarmerie de Sionzé, là, qui s'occupe de notre dossier depuis des mois. Elle m'a passé un petit coup de téléphone. J'ai pas compris qu'elle allait directement à la gendarmerie, donc moi je suis allée directement à l'école pour la récupérer. Je suis tombée nez à nez avec lui. Et donc ça faisait des mois que je l'évitais.
Par contre, j'avais mis mon téléphone sur enregistrement vocal et j'ai pu enregistrer ses insultes, ses menaces, parce qu'il me menaçait de mort, Oui. il menaçait de m'enlever ma fille, je me suis pris des coups. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire et à partir. Dans la panique, je retrouve ma maman en gendarmerie, sauf que c'était 12h30, la gendarmerie était en train de fermer. Lui était au même moment à la gendarmerie, devant une gendarme. Alors c'était pas la même à qui j'ai porté plainte, mais c'était pareil, c'était une femme, c'est horrible. Pareil, je sors de ma voiture en le voyant là, donc assez tétanisé, mais par fierté je lui montre pas, mais j'enregistre mon téléphone parce que je connais le personnage. Et encore, pour habitude, il m'insulte quand il n'y a pas de monde. Mais bon, j'avais quand même enregistré mon téléphone. Il m'insulte devant la gendarme, qui elle me dit que pour éviter que je fasse scandale, elle me renvoie à ma voiture. J'arrivais la gueule enfarinée comme ça, toute gonflée, en lui expliquant que moi je venais récupérer ma fille qui n'avait pas mangé, qui sortait de l'école et qui était complètement dédanisée et que je ne comprenais pas pourquoi c'était à moi qu'on me renvoyait alors que monsieur était en train de m'insulter. Tu vois comment ça se passait. Ouais. Donc bon, j'ai pu récupérer ma fille. Il a quand même reconnu les coups qu'il m'a donnés. Devant la gendarme. Pas devant la gendarme, parce que devant la gendarme, il a nié. Mais après, devant un psychologue qui a vu, qu'il est allé voir, c'est bien écrit. Okay. Donc j'ai des papiers dans notre dossier pénal. Mais ça, c'est pareil, ça a été resté sans suite. Voilà. Et entre tout ça, il y avait le juge des affaires familiales qui s'en était mêlé, qui, lui, n'a pas pris en compte ma plainte pénale pour inceste. Et qui a demandé à ce que monsieur conserve ses droits de garde. Alors, encore une fois, petit arrêt sur image. Là, on passe en matière civile. Ouais. C'est le juge aux affaires familiales qui est censé intervenir pour statuer au niveau de la garde. C'est ça. Seulement, normalement, il y a le pénal qui prévaut. Et là, au pénal, ça ne bouge pas. Alors, comment s'appelle le juge aux affaires familiales ? Moi, j'aime bien avoir les noms. La juge des affaires familiales, mon Dieu, c'est dommage parce qu'elle, je devrais m'en souvenir. Parce que c'était une femme. Moi, j'ai eu beaucoup de femmes dans mon histoire. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Non, j'ai perdu son mot. Bon, on le retrouvera. Mais quand j'ai fait une vidéo sur YouTube, j'avais balancé quand même, je l'avais quand même balancé son nom. Donc, je la retrouverai. Donc bien sûr, ça ne se passe pas bien avec la juge aux affaires familiales. Alors ça ne se passe pas bien parce que du coup, je parlais des soucis que j'avais avec les gendarmes, j'ai eu les mêmes soucis avec les avocats. J'ai eu du mal à trouver un avocat. C'est-à-dire que quand j'appelais, je demandais l'aide juridictionnelle, ça ne les intéressait pas. Ouais. Quand j'expliquais, je suis une maman, j'ai porté plainte pour inceste pour ma fille de 3 ans, non, votre dossier ne m'intéresse pas. Je ne savais pas qu'on choisissait, quand on était avocat, je pensais qu'on avait une vocation et encore plus sur des sujets comme ça. Donc quand j'ai réussi enfin à trouver une avocate, elle m'a planté la veille de l'audience du juge des affaires familiales. Donc je suis arrivée toute seule. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle, mon Dieu, tu me demandes des noms, c'est vrai, je n'ai pas préparé. Mais c'est clair, je suis un mauvais garçon, moi, mais tu as raison, je donnerai tout, je te donnerai les papiers. Ok. Parce que il faut les épingler. Ah bien sûr, parce que pour moi, il y a un moment, ils sont tous criminels. Il faut épingler aussi ceux qui ont refusé le dossier pour qu'au moins on sache que c'est pas la peine d'aller les voir. Oui, exactement. Voilà. C'est un petit peu tout le barreau de Bonneville. Okay. Tout le barreau de Bonneville. Aujourd'hui, moi, je suis en train de chercher des avocats sur Paris, sur Toulouse, pour te dire que je vais très loin. Parce que voilà, je pense qu'on m'a bien fermé les portes. Mon nom est connu et que on ne veut pas en entendre parler. Moi, j'irais même beaucoup plus loin. Le fond de ma pensée, c'est qu'il n'y a pas de justice en France, si ce n'est une organisation criminelle, et que tout ce qui porte une robe noire, que ce soit des avocats ou que ce soit des magistrats, il y a beaucoup de corruption, ça c'est clair. S'il est question de protéger les pédocriminels et leurs réseaux, ils sont là. Et ça, c'était mon tort, parce que comme beaucoup de mamans, on a cru en la justice. Parce que je suis allée en gendarmerie porter plainte et je me suis dit, la justice va entendre ma parole et ma fille. Donc c'est clair. Et ce juge des affaires familiales, pour ajouter une couche, parce que comme je n'ai pas eu droit à la parole pendant l'audience en huis clos, puisque je n'avais pas d'avocat, et que monsieur dit simplement que je suis folle, il me dit, on va vous faire une expertise, madame. Je lui dis, écoutez, volontiers. Je lui dis, parce que comme son avis est subjectif et que je n'ai rien à craindre, je voudrais justement bien être vue par un professionnel. Donc ma fille et moi, nous avons été vus par un expert qui a été ordonné par le juge des affaires familiales, lui aussi d'ailleurs. Et puis
il a rendu un rapport, il n'avait rien contre moi, il n'avait rien non plus contre monsieur. Donc en fait, en 2 heures de temps, c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de voir grand-chose, c'est facile de passer à la trappe. Mais par contre, ma fille a parlé. Donc dans le rapport, c'est noté qu'une enfant de cet âge-là ne peut pas inventer ce qu'elle dit. Voilà. Et ben malgré tout ça, donc là on arrive en août 2019, il y a eu le jugement de ce JEF qui me ordonne des visites médiatisées. Parce que comme ma fille n'avait pas vu monsieur depuis 1 an maintenant, il fallait mettre en place des visites médiatisées, donc pendant 2 mois, le temps de reprendre un lien, pour que monsieur récupère ses droits parentaux. Et l'affaire n'avait pas, enfin, du moins, ça ne t'avait pas encore été notifié que ta plainte avait été classée sans suite. Non, parce que j'ai reçu la lettre de classement sans suite en octobre 2019. Ok. Mais apparemment, ils étaient déjà au courant. Voilà. Hein. Ils agissaient comme tels. Et... Voilà. Parce que ma fille a été auditionnée, du coup, en juin 2019, donc 10 mois après ma plainte. Tu vois l'intérêt, hein, 10 mois après. Hein. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi, pendant ces 10 mois, j'ai pas pu l'emmener voir des thérapeutes pour soigner ses traumatismes, parce que on attendait, tu vois. Et puis je voulais que ce soit spontané, parce que je me suis dit, ils vont dire qu'on a travaillé, que je lui fais dire quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, mais bon, peu importe. Donc pendant 10 mois, ma fille avait subi déjà toutes les violences qu'on avait vécues avec les gendarmes et la belle famille. Parce que ces gendarmes venaient souvent tambouriner à notre porte. Parce qu'ils venaient me chercher pour des gardes à vue. Donc j'ai échappé à ces gardes à vue avec ma fille, tu vois. Mais ils sont venus à plusieurs reprises. Donc si tu veux, avec ma fille, on vivait complètement tétanisés dans notre appartement. Dès qu'on entendait la porte de l'immeuble s'ouvrir, on se figeait en se disant qui ça va être. Parce que ma fille me disait, mais moi, ça sert à rien que je parle, ils ne me croient pas, les gendarmes. Ça, c'est horrible, qu'est-ce que je dois dire à mon enfant? À 3 ans, elle dit ça. Déjà, voilà. Elle rentre dans la vie, elle est déjà en totale insécurité en se disant, mais... Et les gendarmes appliquent une véritable pression, une véritable terreur d'État. Oui, vraiment. Et quand ma fille a été auditionnée, donc elle avait 4 ans, ils n'ont pas respecté l'audition Mélanie, que tu dois très bien connaître. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont venus me... Donc j'étais au commissariat d'Annecy. Commissariat ou Commissariat police, cette fois-ci, c'était vraiment la police, okay. D'Annecy, parce que monsieur est d'Annecy, donc et puis c'était eux qui s'occupaient des mineurs, hein, de ces services-là. La brigade de mineurs. La brigade des mineurs, voilà. On vient me chercher, enfin un policier en uniforme vient me chercher dans les bureaux du commissariat en disant qu'il emmène ma fille. Alors je lui dis, vous êtes qui? Parce qu'il ne s'était pas présenté. Donc il me dit que c'est l'enquêteur qui s'occupe de mon dossier. Ne me demande pas le nom, je l'ai oublié, je te le donnerai. et je lui dis, mais ma fille va où? Je lui dis, je ne peux pas l'accompagner. Non, restez là. Donc j'essaie de rassurer ma fille, encore une fois, bonne poire. Parce que je lui dis, écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là. Le monsieur va t'écouter. Voilà, j'essaie de la rassurer parce que... Quand elle revient une demi-heure après, ma maman était là, donc elle garde ma fille et je demande à voir cet enquêteur quand même pour en savoir un petit peu plus. Il m'accompagne dans son bureau où il y avait une autre policière en uniforme. Et donc je lui demande, je lui dis, mais ma fille a été reçue où? Donc il me dit ici. Donc dans un bureau avec 2 policiers en uniforme. Alors, il n'y avait que des policiers? C'est ça. Hein, il n'y avait pas de jouets, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de médecin. Ça n'a pas été filmé non plus? Ah moi je les ai toujours pas. Hein. Je les ai demandés, tu vois, depuis... Donc j'ai toujours rien, donc je ne sais pas du tout. D'accord, parce qu'il faut quand même rappeler pour les gens qui ne savent pas que pour les affaires de viol d'enfants attestés ou suspicion de viol d'enfants, il y a la fameuse procédure Mélanie qui justement est de prendre l'audition de l'enfant par une brigade des mineurs. Dans un cadre qui met l'enfant en confiance, où il y a un psychologue, il y a une caméra. La caméra, justement, pour éviter un nouvel interrogatoire. Voilà. Parce qu'en plus, les enfants, c'est ça, sont très démonstratifs. Ils sont très gestuels. Donc, même s'ils ne parlent pas, il y a plein de signes qui montrent, qui permettent d'exprimer. Donc là, je tombe des nues et je lui dis, mais est-ce que ma fille, donc, du coup, a parlé? Et ils me disent, non. Alors là, je lui dis, je pense en effet que c'est très difficile de faire parler un enfant et d'être mis en confiance ici. Combien de temps a duré cette audition? 30 minutes. D'accord. Voilà.
Ça répond à la question, 30 minutes. Voilà. Pour une audition Mélanie, c'est parfait. Ouais. Donc ils le prennent mal parce que je leur montre mon mécontentement. Et celle d'à côté se réveille d'un coup en me prenant de haut, en me disant que si je n'étais pas contente, j'avais qu'à faire j'avais qu'à demander aux gendarmes qui s'occupaient de mon dossier d'être intervenus. Alors surprise, je lui dis si je l'avais su en effet, j'aurais fait intervenir quelqu'un d'autre. Je lui dis parce qu'on ne m'a pas laissé le choix, on m'a fait attendre. Et là elle se lève, c'était une grande dame, enfin je suis peut-être petite mais voilà. Elle montre son pouvoir en se levant parce que moi j'étais en chaise à son bureau, tu vois, en uniforme. Elle montre du doigt la porte, elle me dit si vous n'êtes pas contente, vous partez. Encore une fois, une intimidation. Et là, je prends mon téléphone, je lui dis très bien. Je lui dis donc maintenant, je vais vous enregistrer. Je lui dis parce que, écoutez-moi bien, je lui dis c'est pas la peine de m'intimider. Je lui dis moi, je suis simplement victime. Ça fait 10 mois que j'attends qu'on écoute la parole de mon enfant. Et en fait, ça s'est très très mal passé. Donc, et pourquoi je te dis ça? Parce que quand je parle, j'ai compris qu'il faut avoir les preuves. Donc, ce que je te dis, j'ai les preuves, tu vois, j'ai les enregistrements. Hein. D'accord. Donc, je sors complètement révoltée, démunie de cette audition de ma fille. Et 3 semaines après, ce même policier m'appelle par téléphone pour me dire que le procureur allait classer sans suite. Alors ça, je l'ai su, tu vois, qu'en octobre 2019. Mais donc là, on était en juin 2019. 3 semaines après l'audition de ma fille. En fait, ni l'école a été interrogée, ni moi j'étais interrogée, ni mon entourage qui avait fait des attestations, ni les médecins qui connaissaient ma fille. Donc je me suis dit, ok. Je me suis dit, l'enquête a été bâclée. Voilà, donc, comme d'habitude, un classement sans suite, sans enquête. Ou avec enquête, exactement. Un simulacre. Ok. Et pareil, là j'ai dû faire beaucoup de recommandés, intervenir des avocats, intervenir des défenseurs des droits pour obtenir copie de cette enquête 1 an et demi après. J'ai reçu ça en début d'année 2021. Pour justement justifier que l'enquête était bâclée, parce que ça me paraissait aberrant qu'avec les éléments que j'avais, qu'on me dise, alors les éléments, heureusement pour moi, j'avais pas d'éléments médicaux, tu vois, des choses hard sur ma fille qui prouvaient l'acte, mais j'avais les enregistrements de ma fille qui me paraissent spontanément. Ces déclarations, donc. Comment ? Ces déclarations. Ces déclarations à elle, l'information préoccupante de l'école, le rapport d'expertise, mon entourage, enfin voilà, et les dessins, enfin les médecins qui pouvaient apporter la preuve qu'il y avait quand même des traumatismes révélés sur l'enfant. D'accord, donc elle a été vue par des médecins, des pédopsychiatres, j'imagine. Alors pédopsychiatre non, parce que l'attente, la liste, il y en a très peu, et l'attente des rendez-vous est énormément longue. Ah bon ? Ouais, je m'étais même inscrit au CMPI, je ne sais plus ce que ça veut dire, le centre médical. Oui, enfin, ça m'étonne qu'à moitié, puisqu'il y a tellement de cas, hélas, comme les tiens, qui explosent. Aussi peut-être. Mais il y a quand même un praticien qui a fait dessiner... Voilà, une psychomotricienne qui justement permet même si les mots ne sont pas là, de voir les signes révélateurs d'un enfant, une hypnothérapeute, une psychologue, je suis même allée lui faire un test neurologique, tu sais, parce que j'anticipais un peu tout ce qu'il pouvait me dire, donc sur justement parce que mais comment ça se fait que votre enfant parle aussi bien à son âge ? Bah oui, désolée, elle me fait confiance et oui, elle a parlé et elle s'exprime très bien. Donc oui, c'est une enfant qui est éveillée, qui est très bien encadrée. Jusqu'à maintenant, on allait très bien, tu vois, donc... Et toutes ces expertises, évidemment, sont de ton initiative. Oui, voilà, oui, exactement. Donc j'en étais à ça, je te dis, cette audition qui est pas respectée, le classement sans suite, le juge des enfants qui demande des visites médiatisées. Donc un avocat qui à l'époque, suite à ça, me dit pas que je peux me constituer partie civile pour réouvrir le dossier. C'était la bâtonnière, alors elle j'ai son nom, Maître Boggio. Maître Boggio, la bâtonnière de Bonneville. Elle a un prénom, cette maîtresse? Ouais, je l'ai oublié aussi, celle-ci. Mais donc je change d'avocat. Je prends un avocat qui est sur Paris et Aix-en-Provence, Maître Pandelon, lui aussi, à ne pas solliciter. Lui, je suis allée carrément à l'ordre des avocats contre lui. Là, tu m'intéresses. Ouais. Donc lui, très gentil, bien sûr, plein d'empathie. Quand je raconte mon histoire, il allait me sauver.
Donc voilà, super, il se sert de ma vulnérabilité, donc moi je le crois parce que je suis encore complètement... je ne connais rien des droits. Donc lui il décide de mettre en place une citation directe, voilà, c'est une procédure. Et donc moi j'appelle, quand le centre des visites médiatisées m'appelle pour un rendez-vous, je leur demande, puisque ma fille, c'était très difficile pour ma fille de reprendre contact avec lui, je lui dis, bah, écoutez, pour moi, est-ce qu'il m'est possible d'accompagner ma fille? Donc on m'explique que non, ces visites médiatisées sont avec l'enfant seul, mais que l'enfant n'est pas seul, il est encadré. Elle ne sera pas seule avec son père, son géniteur, voilà. Ouais. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant parce que ma fille n'était pas du tout prête à le revoir. En fait, même moi aujourd'hui qui ai 44 ans, si je me fais violer et qu'on me dit « ce serait bien que vous revoyiez votre bourreau, mais vous inquiétez pas, on sera là pour vous protéger », mais rien que de le voir, c'est traumatisant. Donc j'explique ça au centre qui n'entend pas mon désarroi. Et donc je lui dis « si c'est comme ça, je ne viendrai pas aux visites médiatisées ». Et je lui dis « vous pouvez prévenir le procureur ». Je lui dis, je me présenterai pour expliquer la situation avec mon avocat. Ouais. De toute façon, il y a une citation directe en cours, donc c'est-à-dire que le dossier pénal est réouvert. Donc je vais apporter la preuve qu'il y a un réel danger pour ma fille. Ouais. Suite à ça, j'ai une enquête sociale qui se greffe à moi. Alors, tiens-toi bien, c'est pas à l'initiative de l'information préoccupante du directeur d'école, mais c'est parce que monsieur a fait un signalement malveillant en disant subjectivement que sa fille est en danger parce que j'étais folle. Sans preuve. Hein. Okay. Donc, donc c'était une assistante sociale qui est venue à la maison avec une puéricultrice. Donc quand elles viennent et qu'elles m'expliquent pourquoi elles sont là, je suis très dénue parce que moi je leur ai dit mais moi je pensais que vous veniez parce que j'ai porté plainte pour inceste. Elle me dit non, pas du tout. On vient à l'initiative de monsieur. Ah bon? Alors excuse-moi, mais monsieur depuis le début on n'a pas son nom à lui. Ah c'est monsieur Henry. Monsieur Henry. Anthony Henry. Anthony Henry. Alors je ne sais pas si tu pourras le mettre parce que là on risque d'être attaqué pour diffamation. Donc lui en principe j'évite, enfin de toute façon il y a pas de diffamation. Toi, tu as la parole qui est libre ici. Oui, voilà, je l'accuse de rien, j'explique simplement mon opinion. Tu as saisi la justice pour que la justice établisse la manifestation de la vérité en concernant des suspicions de viol incestueux de ce monsieur Anthony Henry. Ça n'a pas été fait. Non. Maintenant, c'est pas de ta faute si on reste avec le doute abominable, plus. Et c'est pas de la calomnie que de dire donc. Oui, de toute façon ceux qui me connaissent, ils savent très bien de qui je parle parce que voilà, ils connaissent mon histoire. Donc enfin voilà, je vais te raccourcir, mais donc j'ai vu ces femmes 3 fois 1 heure tous les mois. Ouais. Voilà, ça s'est bien sûr encore une fois mal passé. J'avais encore beaucoup d'espoir avec elles en me disant justement. Elles vont voir dans quelles conditions vit ma fille, elles vont voir qui je suis, elles vont m'étudier, elles vont entendre ma fille, mais voilà, ça s'est très mal passé. Ma fille était très mécontente de la pression des interrogatoires qu'elle lui faisait en fait. Aucune pédagogie si tu veux. Donc je leur en ai informé et du coup quand j'ai eu le rapport de cette enquête en janvier, donc là on arrive en janvier 2020, la responsable de ce centre m'informe qu'elle va préconiser le placement de ma fille au procureur. Bien. Encore une fois, je tombe de haut en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Donc pendant 1 heure, si tu veux, j'ai essayé d'argumenter, d'en savoir un petit peu plus, sachant qu'elles m'ont dit qu'elles n'avaient rien contre moi, que j'étais une bonne maman, que voilà, mais que ma fille ne pouvait pas bien grandir sans voir son père. Son père qui, je précise, je vous dis, mais vous entendez ma fille, ce qu'elle vous dit? Monsieur est connu des services policiers pour violence, pour drogue, pour retrait de permis pour alcoolémie. J'ai porté plusieurs plaintes contre lui. Ma fille vous explique ce qui se passe. Je lui dis, alors ma fille ne peut pas vivre sans lui, mais elle peut vivre sans voir sa maman. Je lui dis, il est où l'intérêt de l'enfant? Je ne vous comprends pas. Ma fille, à l'époque, avait que 4 ans. Hein. Et la citation directe, donc, que devait faire maître Gérald de Pendelon? Oui. Pas de nouvelles.
elle était en cours. Elle était en cours parce qu'une citation directe, ça se passe que il faut écrire, il faut que l'avocat fasse des feuilles pour explicatives. Après, il y a une audience au tribunal, mais c'est pour la consignation. C'est-à-dire qu'il faut que je paye pour pouvoir aller au procès, au tribunal correctionnel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait de compte, c'est saisir un juge. Voilà. Pour une constitution de partie civile. Une plainte à des constitutions de partie civile. Non, c'est pour la citation directe, tout simplement, et qui va directement au tribunal correctionnel. Il n'y a pas d'enquête, en fait. C'est simplement sur les révélations de mon avocat. Ils étudient, ils me demandent un petit peu quelles sont ma situation financière. Bon, bah tiens, vous, madame, il faudra payer 800 € pour qu'on aille en audience. Ah bon? Parce que si je perds, je vais payer 800 €. Et même plus, je pourrais payer plus, mais il y aura au moins 800 € pour leur avoir fait perdre du temps. Ah oui, donc là, c'était en cours en fait, c'était toujours en cours. Okay. J'attendais l'audience de consignation. Donc en janvier 2020, quand j'apprends ça... Pardon, et Maître Pandelon, il t'a demandé combien pour ça, lui? Oh, mais il ne m'a pas demandé beaucoup. Non? Enfin, je pèse mes mots parce que ça va être énorme pour beaucoup, mais quand je dis pas beaucoup par rapport à d'autres. Là, il m'avait demandé que 2 500 €. Ok, là, jusque-là, c'est raisonnable, ouais. Voilà. Donc voilà, et quand je sors de ce centre sur l'enquête sociale, pareil, encore une fois alarmée, je rappelle des associations pour demander ce qui se passe. Et en effet, les associations me confirment qu'il est possible d'avoir une préconisation faite par l'enquêtrice sociale. Je n'ai jamais eu accès à ce rapport d'enquête. Donc encore une fois, j'ai porté plainte au conseil départemental pour tentative d'enlèvement de ma fille parce que je n'avais ni accès au rapport d'enquête et qu'avant de demander le placement de ma fille, il y aurait eu d'autres outils, d'autres assistances éducatives à mettre en place. Donc je les ai attaqués pour ça. Okay. Parce que les associations m'expliquent que, en effet, comment ça allait se passer. Suite à cette préconisation au procureur, le procureur pouvait ou classer le dossier sans suite, mais ces associations qui sont engagées depuis 35 ans m'ont dit qu'il n'y a jamais eu de classement sans suite suite à ces préconisations. Donc j'allais aller jusqu'au juge des enfants. Soit il y avait une ordonnance de placement qui allait être mise en place. Donc l'ordonnance de placement, je l'explique, c'est avant tout jugement. L'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, vient avec les gendarmes chez nous enlever notre enfant. Ouais. Voilà. Ou alors j'aurais une audience devant. Si tout se passait bien, j'allais avoir une audience devant le juge des enfants et j'allais pouvoir me défendre. Me défendre. Oui. On est bien d'accord, on s'entend. Donc moi, entre-temps, comme j'avais plein de plaintes contre monsieur et que j'étais menacée de mort et qu'il me menaçait d'enlever ma fille et que je n'étais pas prise au sérieux par les gendarmes, j'ai décidé de déménager et de mettre ma fille en sécurité. C'est de là que je suis partie en Espagne. Ok. Voilà. Donc je pars en Espagne sans prévenir de mon changement d'adresse en Espagne. Oui. Mais par contre, j'étais toujours propriétaire d'un appartement en France qui me permettait d'avoir une boîte aux lettres et qui me permettait de continuer d'écrire aux tribunaux français et justement de recevoir du courrier, puisque je t'ai dit, ils m'ont prévenu, j'ai reçu des réponses d'eux. Ok. À quel moment tu pars en Espagne? Alors moi, j'ai eu mon appartement en Espagne à mon nom en mars 2020. D'accord. Voilà, depuis mars 2020, j'ai toujours le même appartement en Espagne qui est à mon nom. Bien. Que je loue. Je suis arrivée là-bas, je suis allée voir l'ambassade française, je suis allée voir des avocats espagnols, je suis allée me recenser, je suis allée scolariser ma fille à l'école. Voilà, parce que je n'étais pas en fugitivité, parce que quand je suis partie, j'avais l'autorité parentale. Donc ma seule faute n'a pas été de prévenir de mon déménagement. Okay. Mais comme monsieur n'avait pas de droit ni de garde ni d'hébergement, parce qu'il n'avait que des droits de visite médiatisés, voilà, je n'ai pas commis d'infraction. Voilà, je n'ai pas. On est d'accord. Pour moi, je n'en avais pas commis, alors que je suis condamnée pour ça aujourd'hui. Il y a eu la pandémie, donc ça a ralenti les procédures judiciaires. Mais moi, j'ai été prévenue par mon avocat d'époque, Maître Pandelon, en pleine pandémie, en avril 2020, que dans 3 jours, j'étais convoquée devant le juge des enfants, mais que lui ne pouvait pas s'y présenter. Ouais, encore une fois. Donc c'est moi-même qui ai prévenu le greffe du tribunal de cette situation, que déjà le délai n'était pas respecté, parce que j'étais prévenue pas dans les délais.
de mon audience, que mon avocat ne serait pas présent, donc je demandais un report d'audience, qui a été très rapide, qui a été fait en 15 jours, puisque c'était un état d'urgence apparemment. Mon enfant était en réel danger, mais chez moi, hein, pas de monsieur. Bien sûr, on a bien compris. Voilà. Ne souhaitant pas me présenter devant le juge des enfants parce que j'allais avoir affaire à monsieur en face et que je savais à quel point c'était traumatisant et violent pour moi parce qu'il était, il était toxique, violent, enfin il m'agressait à chaque fois. Ne trouvant pas d'avocat, en toute urgence, en pleine pandémie, j'ai fait appel à l'article 1139 qui me permettait de me faire représenter par quelqu'un. Donc, ils n'aiment pas ça. Hein? Non. Non. Décidément, non. Ils n'aiment pas trop. Non. Et c'est malheureusement mon papa, hein, qui a 70 ans, qui a eu cette lourde responsabilité de me représenter avec un dossier comme ça, parce que j'avais moi-même anticipé et préparé ma défense. Bien. Et quand il est arrivé devant le juge des enfants, il n'a pas été reçu. En effet, ça n'a pas du tout plu. On lui a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit. Carrément. Et mon papa a insisté, a dit, si, j'ai les droits. Et je présente ma fille qui ne souhaite pas venir parce que ça se passe toujours mal avec monsieur. Donc il a eu du mal. On l'a quand même reçu en huis clos avec la partie adverse, l'avocate adverse et monsieur Henri. Et là, monsieur Henri a perdu ses moyens et de nouveau m'a agressé. Alors je n'étais pas là, mais il m'a quand même agressé, insulté par l'intermédiaire de mon papa. Donc comme ça, on a pu voir un petit peu quand même l'image de ça. Donc là, mon papa explique, vous comprenez monsieur, pourquoi je suis là et pas ma fille. Mais on a quand même mis mon papa dehors. Ah oui. Et on n'a pas voulu prendre mon dossier de défense. Et il n'y avait surtout pas l'ASE qui représentait, parce que c'est eux quand même qui ont fait appel à ça. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé cette audience. Cette audience qui a été en mai 2020. Et monsieur a simplement informé à mon papa qu'il rendrait une décision dans 15 jours, maximum. Donc nous avons attendu dans le stress ces 15 jours. T'imagines ? Il n'y a pas eu de décision. On a attendu une semaine supplémentaire, j'ai attendu un mois. Donc j'ai écrit au greffe, j'ai écrit au tribunal, j'ai écrit par mail. Je n'ai pas écrit par recommandé, j'ai écrit par mail, j'ai les preuves. Okay. Et aujourd'hui, donc 2 ans après, nous n'avons toujours pas de décision de ce juge des enfants. Ah, c'est excellent ça. Ouais, mais par contre, il a décidé quand même, de sa propre volonté, de laisser le dossier ouvert. Et quand ma fille remettra les pieds en France, de réouvrir le dossier pour placer ma fille. Évidemment. Voilà. Donc j'échappe quand même à cette décision judiciaire. Donc pour moi c'était une première victoire, petite victoire. Je continue d'écrire aux tribunaux français parce que du coup j'attendais une convocation devant le juge des affaires familiales puisque j'avais refusé les visites médiatisées et j'attendais une convocation devant le tribunal correctionnel puisque je faisais des non-représentations d'enfants. Ah ouais. Voilà. Et puis, je reçois les courriers des tribunaux français en début d'année 2021. Je te dis où enfin, je reçois que les classements de mes plaintes sont classés sans suite, copie de l'enquête préliminaire qui prouve rien n'a été fait. Et par grande surprise, le 1er juin 2021, deux policiers en uniforme frappent à ma porte avec un mandat d'arrêt européen, à mon nom. À ton domicile, à ton appartement, voilà. En Espagne. Oui. 2 policiers français. Non, espagnol. Espagnol. Espagnol, okay. Oui. Alors moi, j'explique, je ne parlais pas espagnol. Donc ça m'a été difficile, mais bon, j'ai bien compris ce qui se passait. J'ai vu le papier, rapidement, j'ai vu mon nom. Du coup, je te passe l'épisode de la crainte, de l'affolement que j'ai eu. J'ai appelé mon mari, j'ai appelé mon papa, j'ai appelé ma maman en me disant qu'est-ce que je fais. Donc tout le monde rassuré me disent mais non ma chérie, vas-y, tu as un avocat en Espagne, vas-y avec ton dossier judiciaire, va expliquer qu'il y a une grave erreur. Donc j'ai décidé d'y aller et c'est là que j'ai fait ma première garde à vue et que j'ai fait 2 mois d'incarcération à Palma. En fait, voilà, je leur ai expliqué que je n'avais jamais été condamnée en France, que je ne comprenais pas ce qui se passe,
que j'avais porté plainte, beaucoup de plaintes contre monsieur et notamment pour inceste, pour ma fille, que j'avais un avocat en Espagne qui connaissait mon dossier. Mais voilà, ça n'a pas été pris en compte parce qu'il y avait toute une machination qui a été faite par le ministère français. Ouais. Et donc ils obéissaient simplement aux ordres donnés par la France. Donc j'ai fait 2 mois en Espagne. J'ai été extradée malgré ma volonté parce que j'ai contesté cette extradition, mais ils sont quand même venus me chercher, donc avec trois colosses, molosses, on va dire, comme si j'étais une grande criminelle et terroriste. J'ai été donc sans être prévenue, je suis rentrée en France, et je dis sans être prévenue parce que je n'ai ni pu prévenir mon avocat, ni pu prévenir ma famille. Et j'ai été 4 jours sans contact avec ma famille, malgré les droits français. Voilà. Donc 4 jours sans être lavée. Voilà, j'ai fait le voyage en avion, j'ai fait Bobigny, j'ai fait Fleury-Mérogis. Voilà, je connais le parcours. Toi aussi ? Je connais le parcours, voilà, oui. Donc moi je suis arrivée là-bas, j'ai cru que j'étais pas du tout en France, parce que je me suis dit mais où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. On m'extradait, on venait me chercher en plein milieu de la nuit à 2 h du matin, dans un fourgon avec plein d'autres détenus dans des cages. Enfin pour moi ça a été une grande étape, je connaissais pas du tout ça. Et, enfin pour t'intimider, pour bien te mettre au plus bas, ils savent bien faire. Et puis ils sont venus me chercher encore à 3, menottes, laisse en voiture. Donc de Fleury-Mérogis jusqu'au tribunal de Bonneville, où là, la juge d'instruction m'attendait. Ok. Donc je suis arrivée là le 23 juillet 2021, à 14 h jusqu'à 20 h, où j'ai été interrogée horriblement, avec un avocat qui était venu me présenter que je ne connaissais pas. Par la juge d'instruction, son nom ? La juge Carzunel, ou Carnuzel. Carzunel ou Carnuzel. Carzunel ou Carnuzel. Voilà, c'est comme son nom. Elle qui m'a fait les pires atrocités, qui a été aucunement impartiale, comme à chaque fois, qui avait déjà pris parti et qui m'intimidait et qui m'a harcelée, qui m'a martelée de questions. Voilà, elle cherchait vraiment à me déstabiliser, à me faire pleurer, à me faire peur, enfin voilà. Donc j'ai tenu tête parce qu'elle, en fait, elle voulait que je ramène ma fille. Elle ne prenait pas en compte que je lui expliquais qu'il y avait des incestes, voilà. Des viols incestueux. Voilà, moi, j'aime bien qu'on soit précis. Des viols L'inceste n'est que l'aggravation du crime de viol. Oui, exactement. Sur enfant, sur mineur. Alors, parce que dans la petite histoire, au milieu, le fait quand même notable, c'est qu'ils t'ont embarqué, mais pas ta fille. Oui. Comment ça se fait ? Elle n'était pas à la maison. Donc, et le mandat d'arrêt était qu'à mon nom. Oui, ça c'est normal. Voilà. Donc quand je suis allée à la police espagnole, ils m'ont demandé où était ma fille. Donc, mais j'étais tellement tétanisée que je n'ai pas voulu leur dire. Je dis non, ma fille elle est en sécurité. Le problème n'est pas là. Le problème est que je ne comprends pas ce que je fais là. Et je dis mais ma fille... pourquoi vous cherchez ma fille? Enfin voilà. Donc ils ont insisté. Ils m'ont intimidée. Ils m'ont dit qu'ils allaient défoncer la porte de chez moi pour la récupérer parce qu'ils croyaient qu'elle se cachait là. Je leur ai dit mais non, je vous assure. Moi, ce qui importe, c'est l'intérêt de ma fille. Elle n'est pas en danger. Elle n'est pas chez moi. Elle est en sécurité. Et ils ne sont jamais allés la chercher. Aujourd'hui, ils savent que ma fille est chez ma maman, parce que ma maman est à la retraite et elle est propriétaire d'un appartement là-bas. Donc c'est malheureusement elle qui s'occupe depuis le 1er juin 2021 de ma fille, malheureusement et heureusement. Ouais. Mais voilà, ouais. qui s'est retrouvée complètement paniquée, parce que pareil, dans l'inquiétude, en se disant mais est-ce qu'ils vont venir chez moi récupérer ma petite fille, tu vois? Surtout que la juge Carnuzel me disait, pour me mettre la pression supplémentaire, que si je ramenais pas ma fille, c'est simple. Ils mettraient ma mère en prison et que de toute façon, ils récupéreraient ma fille. Enfin c'est des choses horribles. Faut dire que ma maman, elle a quand même 64 ans, quoi. Donc c'est une mamie, quoi. Il faut aussi quand même l'aménager. Ce que j'ai peut-être pu surmonter, déjà aujourd'hui, les dommages collatéraux sont pour toute la famille, hein, parce que toute ma famille vit des traumatismes. Donc voilà, si en plus ils devaient faire subir à ma maman ce qu'ils m'ont fait subir, ce serait horrible.
Donc je suis rentrée en maison d'arrêt à Bonneville le 23 juillet et jusqu'au 18 novembre 2021. Et là, les conditions de prison, c'est un autre sujet, mais ça, c'est pareil, ils m'ont complètement déshumanisée, quoi. J'ai vécu des répercussions au sein de la prison, quoi. Alors, avant de parler de ça, récapitulons. Donc, tu as fait 2 mois de prison, donc 2 mois de détention en Espagne, ouais. Où là, tu as demandé l'asile politique, qui te l'ont refusé. Oui, j'arrivais pas à l'obtenir, en effet. Ensuite, extradition, enfin, oui. On va quand même mettre des guillemets parce qu'il faut revoir toutes les procédures. Hein. Oui. Et après, dans la foulée, 5 mois de détention provisoire, c'est ça? 4 mois. 4 mois. 4 mois, oui. 4 mois, détention provisoire à la maison d'arrêt de Bonneville, dans le 74. De Bonneville, ouais. Oui, c'est important de dire détention provisoire parce que je n'avais encore pas été jugée. Donc j'étais normalement présumée innocente. C'est ça. Je tiens à préciser que j'ai un casier judiciaire vierge parce que j'ai quand même écrit à Éric Dupond-Moretti pour lui dire que, soi-disant, une femme, surtout une femme, avec un casier judiciaire qui est non jugé, vu la surpopulation qu'il y a dans les prisons, ne devrait pas rentrer en détention provisoire. Oui, d'accord. Je n'ai pas eu de réponse. De 1, la détention provisoire est une mesure d'exception. Oui. Les magistrats sont tenus de démontrer l'absolue nécessité de mettre une personne en détention provisoire. La France a de nombreuses fois été épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme. Tout à fait. Mais ils sont entre eux. Et ils continuent. Il n'y a pas de préjudice pour quiconque puisque les magistrats n'ont aucune responsabilité des monstruosités qu'ils font. Et Dupond-Moretti, mais à quoi de plus naturel puisque c'est quand même le baveux immonde qui est connu aussi qui a torturé psychologiquement les enfants qui étaient victimes du fameux réseau d'Outreau, pour que cette machination politico-médiatico-judiciaire, l'affaire d'Outreau, arrive à ce postulat qui vient écraser tous les préceptes de droit les plus élémentaires. Ce postulat selon lequel là-bas il ne faut plus écouter la parole des enfants. À nous décrédibiliser, exactement. Je referme la parenthèse, ouais. C'était quand même important de situer un petit peu d'en parler. Ouais. Donc du coup, pendant ces 4 mois où je te dis où j'ai connu les répercussions parce que voilà, je me laissais pas faire, parce que je me laissais pas intimider par le juge, parce que je ne voulais pas ramener ma fille, parce que c'était simple, si je voulais sortir de prison, il fallait simplement que je ramène ma fille. Bah voyons. Donc je pense qu'elle ne s'attendait pas à tomber sur moi. Interdiction de médiatiser, parce que comme on est dans un pays où on a la liberté d'expression, si je médiatise, ça déplaît encore plus, et puis du coup ça me coûterait encore plus cher. Bien sûr. Pareil, une intimidation qu'elle ne pouvait me garder en détention provisoire pendant 3 ans. Elle pouvait faire durer l'instruction à son propre gré. Enfin, tu vois, elle est allée jusqu'au bout pour voir jusqu'où je pouvais aller. Donc je tente de dire que quand je suis sortie de prison, j'étais encore plus révoltée qu'avant. Et c'est pour ça que je suis là en parler avec toi, parce que voilà, j'ai décidé de sortir de l'ombre, déjà pour informer et de dénoncer tout ce qui se passe, parce que je me dis qu'aujourd'hui, une maman qui entend que son enfant est violé, j'ai aucune solution à lui proposer, parce que qu'est-ce qu'on doit faire? Vouloir protéger son enfant, ça nous condamne. Ça nous condamne, pourquoi? Parce que quand je suis passée au tribunal correctionnel, j'ai été condamnée à 24 mois d'emprisonnement. Voilà. Il faut savoir que, quand même, je tiens à le préciser, beaucoup de criminels récidivistes, donc de pédocriminels récidivistes, sont rarement condamnés. Oui. Quand ils le sont, ils sont en sursis. Ils ont un bracelet, mais il y en a très très peu qui font de la prison. D'ailleurs, il y a même sur YouTube la chaîne de Grain de Sable qui a mis une vidéo qui explique qu'en Corse, il y a une prison ouverte pour les pédocriminels. Oui. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils sont dehors, ils ne sont pas enfermés, ils jouent à la pétanque, c'est horrible. Il y en a 2 aussi sur le territoire métropolitain. Ah ouais? Oui, j'ai plus le nom en tête, mais oui, c'est de vrais villages de vacances. Oui, mais c'est ça, c'est des clubs med par rapport à... Là, on parle réellement de réinsertion, alors qu'on sait très bien que ces pédocriminels, malheureusement, sont récidivistes. C'est insoignable, c'est incurable. Bon, ils sont protégés par le système, voilà. Et le système, lui, par contre, écrase, bien sûr, celles qui osent parler, les qui parents disent la vérité. Protecteurs, les mamans surtout, parce que c'est surtout des mamans protectrices qui un beau jour se réveillent avec, on peut dire, le phénomène Dr Jekyll et Mr Hyde, un Mr Hyde qui viole l'enfant. Et ces gens-là sont protégés, voilà. Ah oui, mais clairement, parce que ce monsieur n'a jamais fait de garde à vue, malgré toutes les plaintes. Jamais. Jamais. Donc lui, il est
En fait, je veux dire, c'est lui la victime aujourd'hui quand même. Hein. Voilà. Mais et malgré tout ça, tu vois, malgré tout ce que j'ai vécu dans ces procédures judiciaires, je tiens à le préciser, à aucun moment on a parlé de l'intérêt supérieur de mon enfant. Ah ben non. Tu vois, Quelle on parle idée. des droits de monsieur, on parle de que moi, mais je n'obéis pas à la justice. Je dis, mais c'est pas contre la justice que je suis, c'est simplement que j'applique les droits, par exemple, de la Cour européenne hein, des droits de l'homme ou les droits du comité. C'est quoi le comité international des droits des enfants qui est en Suisse, le CID? Le CID, c'est Comité international, hein, c'est ça? Oui, de la dignité de l'enfant. Oui, mais il y en a deux. Il y a le CID et il y a CID qui est sur les droits des enfants. Enfin voilà. Ah, okay. Enfin, parce que j'estime aujourd'hui que les droits internationaux sont au-dessus de leur petite juridiction d'interne. Parce qu'en huis clos, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai médiatisé, que j'ai fait grâce à, je remercie à ceux qui m'ont aidé pour faire ces montages vidéo, où toutes les révélations que j'avais enregistrées de ma fille, je les ai publiées pour dire, bah voilà, si je suis en cour d'assises, s'il y avait un juge qui était citoyen, le peuple, et qu'ils entendraient ma fille, qu'est-ce qu'ils en diraient? Parce que j'estime qu'un juge ne peut pas décider de l'avis de ma fille ou me condamner. C'est pas une personne qui doit décider de ça. Parce que voilà, c'est pour ça que je voulais avoir l'opinion publique, et j'ai connu la censure suite à ça. Parce qu'il faut savoir que sur Facebook, sur Twitter, on est très limité. On peut pas parler ni d'injustice, ni de pédocriminalité, ni de placement abusif. Et moi, j'ai balancé sur TikTok. En moins de 7 jours, j'ai presque atteint les 800 000 vues. J'avais des centaines de commentaires par jour. J'étais suivie par presque 80 000 abonnés. Bien. Et ben, ils m'ont censuré. Oui, normal. Mon compte n'existe plus. Et aujourd'hui, quand je recrée un compte et que je remets ces vidéos, on m'a expliqué, parce que je n'ai pas grand-chose, mais par l'algorithme, par l'IP, par tout ça, j'ai plus de vues, j'ai plus de commentaires. Oui, voilà. Oui, donc en fait, tu es en train de découvrir cette terreur d'État. Ouais. Qui écrase des oui, mamans comme cette terreur toi, d'État, c'est ça, on est en vraie dictature. Et des enfants depuis des lustres déjà. Et la raison pour laquelle moi j'étais très honoré de te rencontrer et enchanté de pouvoir médiatiser ton affaire à nos très modestes moyens, hein, hélas, parce que ça a porté ce que ça a, bien sûr, ça a la portée que ça aura. C'est cet exemple magnifique que tu nous donnes parce que tu as fait front. Tu as protégé ton enfant, tu as fait la seule chose qu'il fallait faire. C'est le message qu'on essaie de passer depuis des années et des années qui nous coûtent si cher d'ailleurs. L'institution judiciaire est une organisation criminelle, point, à la ligne, qui très formellement protège les réseaux pédocriminels, les pédocriminels de tous bords, de tout poil, qui se retournent comme un rouleau compresseur contre les parents protecteurs. Et la seule chose à faire lorsqu'un parent protecteur comprend que son enfant est victime de viol, quand bien même il aurait les traces, les preuves formelles de ça, la dernière chose à faire, c'est d'aller en justice. La seule chose à faire, tu l'as faite, c'est aller mettre son enfant à l'abri, à l'étranger, si possible en clandestinité, de façon à ce qu'il tienne au moins jusqu'à la majorité. Oui, alors c'est vrai que je pourrais pas donner ce conseil à quelqu'un parce qu'il faut avoir les armes solides de faire ça et les moyens financiers et d'être encouragé. C'est pas facile. C'est pas facile, mais par contre je ne me voyais pas de moi remettre mon enfant, sachant ma fille me fait confiance, elle a le courage de parler, donc il est hors de question que je ne la croie pas, que je ne la défende pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais rajouter, c'est que par le biais de l'association, tu sais que je te parlais, parce que du coup avec tout ça j'ai fait quand même une pétition quand même avec plus de 99 000 signatures, qui n'a pas de poids, c'est quand même dingue. J'ai créé une association, donc c'est pour la défense de nos enfants, pour justement solliciter les députés, les sénateurs qui m'ont reçu, j'en ai quelques-uns que j'ai vus en visioconférence, qui me connaissent, à qui j'ai dénoncé ces dysfonctionnements institutionnels. Je pèse mes mots, hein, tu vois. C'est l'euphémisme, oui. Voilà. Et aujourd'hui, par le biais de mon association, je récolte plein de témoignages de mamans qui sont paniquées comme moi. Ouais. Et aujourd'hui, on me traite de complotiste parce que simplement, par le biais de mon association, j'essaie d'aider ces mamans. Alors quand je dis aider, je suis ni juriste, je suis ni psychologue, mais je les écoute, je leur dis ce que j'ai vécu, je leur dis de faire attention, je leur dis de se méfier. Et donc voilà, on me traite de grand complotiste. Sauf que la différence, c'est que toutes ces mamans,
sont désenfantées comme moi, mais elles ne savent pas où sont leurs enfants. Aïe. Ou alors, soit ils sont placés, elle ne sait pas où, elle ne les voit plus, Ouais. soit ils sont chez le père incestueux, C'est ça. et quand bien même elles peuvent voir leurs enfants, je pense à Pauline Bourgoin qui aujourd'hui médiatise beaucoup, c'est la dernière maman avec qui je suis en contact. Sa fille a dénoncé les faits à 2 ans. Ce monsieur, enfin je ne veux pas trop parler dans son nom, mais voilà. Et elle voit sa fille 1 heure tous les 15 jours en visite médiatisée. Alors que sa fille a été ballottée de foyer en foyer, sans doudou. Alors tu vois, c'est des petites choses, et on parle de protection de l'enfance. Mais, C'est ça. et moi, ça me fait peur pour ma fille, parce que je me dis, mais mon Dieu, aujourd'hui, je suis tous les jours au téléphone avec elle, j'ai cette chance, mais combien de temps ? Combien de temps ? Parce qu'aujourd'hui, la cour d'appel de Chambéry a décidé que ma fille devait vivre chez monsieur. Alors ma fille a 7 ans, elle n'a pas vu monsieur depuis 4 ans, plus de la moitié de sa vie, et elle est en Espagne depuis 2 ans et demi. Bien. Donc ce serait une... Ils s'en fichent. Oui, Ils voilà. s'en fichent complètement. Ah oui, voilà. Là, on parle pas. Et ma fille parle aujourd'hui à la Guardia Civile, aux médecins, Ah bien. à l'école. Elle continue à parler. Elle continue. Ça, c'est super. Hein, parce qu'elle est tellement courageuse qu'elle voulait me sortir de prison. Elle croyait que, C'est bien. voilà. Donc voilà. Donc je suis très contente que tu me donnes la parole. Je suis très contente que tu maman médiatises. et la fille aussi courageuses l'une que l'autre. C'est magnifique. C'est une très belle histoire en tout cas. Pour le moment, c'est une histoire magnifique. Ouais. Et effectivement, oui, je comprends que tu sois inquiète maintenant. Je ne sais pas si la médiatisation va suffire pour protéger ta fille en Espagne. Mais en tout cas, il faut le faire. Je compte beaucoup sur la médiatisation parce que comme la justice ne traite pas ma fille, enfin ne reconnaît pas que ma fille est victime et que je ne sais pas ce que l'autre en face raconte, et ben moi je veux que tous les gens se fassent leur propre idée et qui connaissent ma fille, qu'ils entendent parler de ça. Et puis comme je leur ai toujours dit aux juges, ils vont entendre parler longtemps de moi. Bien. Voilà. Alors pour revenir, des petits détails pour finir. La citation directe, tu n'as jamais entendu parler? Ah oui, alors du coup, oui, j'ai pas terminé là-dessus. J'ai mis fin à cette citation en ne payant pas cette consignation parce que j'ai compris que la citation directe allait m'emmener droit dans le mur. Voilà, d'après d'autres avocats et d'après les conseils d'association. Parce que je n'avais pas assez d'éléments. Comme il n'y a pas d'enquête, c'est simplement sur les dires de ma fille, c'était pas assez suffisant. Il vaut mieux, donc j'ai pas donné suite à ça. Il vaut mieux, en effet, se constituer partie civile. Il vaut mieux qu'il y ait une réelle enquête là-dessus. Bien que non, voilà. Non, c'était la chose à faire, se constituer partie civile. Je suis quand même très étonné que Maître Pandelon, qui est, pour ce que j'ai cru comprendre, un grand avocat, n'est-ce pas? Non. Citation directe dans ces exactement. Ce qui effectivement est très casse-gueule. Et puis une chose aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que quand j'étais en prison, j'ai été prévenue, j'ai reçu par huissier en prison un arrêt qui a été rendu par défaut, ça veut dire que je n'étais pas à l'audience, où on a donné l'autorité exclusive à monsieur. Aïe. Voilà. Donc j'ai fait opposition à cet arrêt qui date de juillet 2021. Ok. Je suis toujours en attente. Alors en un claquement de doigts, on m'enlève l'autorité de ma fille, et là ça fait plus d'1 an que j'ai fait opposition et que j'attends. C'est comme pour la condamnation que j'ai eue au tribunal correctionnel, au pénal, j'ai interjeté appel. Bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, le juge d'application des peines m'a bien mis une lourde pression en me disant que malgré mon appel, l'exécution était provisoire et que je devais respecter la décision. Comment s'appelle ce juge d'application des peines? Monsieur Bouèche, à Valence. Bouèche, de Valence. De Valence, voilà. C'est bien de les connaître, les uns et les autres. Bon. Oui, tu vois, il y en a un petit peu de partout, parce que j'étais de Annecy, je suis allée à Paris, je suis maintenant dans la Drôme, puis les mamans que je connais, elles sont un petit peu de partout, elles sont à Toulouse, elles sont à Lyon, elles sont dans tout. Donc franchement, c'est les problèmes, parce qu'avec ces mamans, on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, on ne s'était jamais vus, on a tout un parcours difficile, une éducation différente, et au final, quand on se raconte, on a toutes le même schéma, quoi, et on a toutes le même problème. Évidemment. Bon. Eh bien, écoute, c'est une histoire qui est très, très poignante, très forte, qui est, hélas, du sel de ce cadre qu'on connaît, qu'on dénonce depuis tant et tant d'années, cette terreur d'État
pro-pédocriminel, hein, qui protège la pédocriminalité, qui permet la propagation de la pédocriminalité dans notre société. C'est à ça qu'on est confronté. Et voilà, le dernier mot, je vais le dire, ce sera pour ma fille, parce que bah, tu vois, pendant que je suis avec toi, pendant que je mène ce combat, bah, je ne suis pas avec ma fille qui est loin. Donc j'ai toujours une pensée pour elle qui est très courageuse, dont je suis fière. Donc voilà, je veux qu'elle sache qu'on est tous là, je ne suis pas toute seule, que ben, voilà, tu es là, que je suis soutenue, qu'on fait tout ça pour elle et que je l'aime très fort parce qu'elle me manque énormément. Et ça sera l'occasion pour moi d'entendre le prénom de ta fille? Eh non, je n'ose pas le dire à la télé. Je l'ai fait passer au nom de Louise sur une audio. Non, pour elle, je n'ai pas osé donner son véritable prénom. Voilà. D'accord, mais elle sait qu'on l'appelle Louise alors? Oui, elle sait tout ce qu'on fait, exactement. Elle sait exactement tout ce qu'on fait. Alors on fait coucou Louise. Je t'aime ma chérie, t'as vu? J'ai toujours ton petit cœur que tu m'as donné et toutes mes pensées sont pour toi à chaque fois. Courage mon cœur, je suis bientôt là. Et on est tous avec toi Louise. Voilà, j'aurais donc souhaité vous offrir une véritable enquête sur cette affaire, mais ce témoignage spontané illustre déjà pas mal le climat de terreur d'État sur fond de protection institutionnelle de la pédocriminalité sur lequel je souhaitais revenir pour finir cette année 2022. Le dossier qui suit, c'est donc le dossier spécial sur l'affaire Camille. Cette affaire que j'ai révélée après avoir pris les interviews de Priscilla Majani et de sa fillette Camille lors des tout premiers jours de leur cavale en 2011, alors que l'héroïque mère protectrice sauvait ainsi in extremis sa fillette des griffes du prédateur Alain Chauvet. Surtout, le capitaine Priscilla Majani, ingénieur en armement détaché dans la Marine nationale à la rade de Toulon, échappait ainsi à cette terreur d'État, à ce service d'inquisition qui, se présentant comme notre institution judiciaire, brise de façon systématique et généralisée les parents protecteurs pour livrer les enfants victimes de pédocriminalité à leurs bourreaux. Donc l'affaire Camille, en rapport de la première affaire, frappe un cran plus haut. Car l'héroïne de cette histoire, Priscilla Majani, actuellement séquestrée par le terrorisme d'État de France, avait fait le choix de prendre le maquis, de partir pour une vie clandestine, le jour même où elle comprit, sortant d'une prétendue garde à vue, que sa fillette était en grand danger, menacée formellement par ce service d'inquisition qui entendait la livrer à son prédateur sexuel. Je me dois, donc, de faire une mise en parenthèse importante. Dans l'affaire précédente, la mère protectrice Gladys Riffard, à la différence du capitaine Priscilla Majani, avait opté pour un éloignement simple de sa fillette, sans passer par ce cap crucial, celui de la prise de maquis. Toute la différence est là. C'est ce point fondamental qui différencie ces deux affaires. Et vous aurez noté que dans mon interview, lorsque j'évoque l'alternative qui consiste à prendre le maquis avec son enfant pour le sauver d'un prédateur, en sachant qu'il n'y a pas donc d'autres options viables, vu que notre justice protège formellement la propagation de la pédocriminalité, Gladys Riffard répond maladroitement qu'elle ne conseillerait pas une telle alternative. Arrêt sur image. Je suis obligé de marquer le coup. Malgré toute ma sympathie envers Gladys Riffard et son engagement activiste pour notre cause. Attention, le fait d'être concerné par cette terreur d'État à titre personnel, en découvrant ainsi cette réalité à ses dépens, ne confère aucunement à la mère protectrice les capacités de conseiller d'autres mères protectrices confrontées à la terreur d'État ou susceptibles de l'être. Donner un conseil différent de ma consigne, pour laquelle j'ai payé le prix fort depuis toutes ces années, ou dire ainsi qu'elle ne conseillerait pas une telle alternative, nous parlons toujours de la prise de maquis avec l'enfant à sauver, serait criminel, si cela n'était pas en fait par manque de recul et d'expérience, ce qui est bien évidemment le cas de Gladys Riffard. Or, concernant son affaire, nous restons avec cette inquiétude écrasante que sa fillette, donc la fillette de Gladys, ne soit récupérée par le réseau,
ce qui peut se produire à tout instant, puisque comme nous l'a clairement explicité Gladys Riffard, la justice sait parfaitement où l'enfant se trouve, n'attendant sans doute qu'une mise en forme de prétendue décision de justice pour opérer ce rapt. Bien entendu, j'ai dit à Gladys Riffard hors caméra et à la fin de l'interview ce que je pensais de cette situation et des mesures devant être prises. Mais malgré cela, sa position restait inchangée, sur base d'un argumentaire que je trouve totalement irrecevable, vu que j'estime, quant à moi, que tout parent protecteur doit tenter l'impossible, coûte que coûte, pour sauver et protéger son enfant du pire. Nous en sommes donc restés là. Dans l'affaire Camille, en revanche, merveilleuse histoire d'héroïsme maternel. Si la mère protectrice a finalement été reprise par le service d'inquisition après 11 années de vie clandestine. Camille, devenue jeune fille de 16 ans et demi au moment de l'arrestation de sa mère en Suisse, aura été définitivement sauvée grâce à ces 11 années de clandestinité, grâce à cette mesure radicale dont la seule évocation, curieusement, dérange au plus haut point la grande majorité des prétendus protecteurs de l'enfance et autres prétendus leaders de la lutte contre la pédocriminalité. Car Camille, 17 ans aujourd'hui, reste en Suisse sous protection de l'institution de protection de l'enfance du canton de Vaud, sans, a priori, plus de risque de retomber dans les griffes de son prédateur. Et nous reviendrons sur la situation de Camille dans le dossier à suivre. Ceci dit, je dois faire, là encore, une mise entre parenthèses avec un nota bene. Lorsque je dis que Camille ne risque plus de retomber dans les griffes de son prédateur, il existe cependant le risque d'une opération de barbouze du type affaire Karim Kamal, vous vous rappelez peut-être l'affaire des raisons de Nice, pour enlever Camille et la faire réapparaître au bout d'un an ou deux, après un traitement spécial à la Daniel Picotin, et la faire tourner alors sur les plateaux de la télé WC pour lui faire dire qu'elle avait été la victime de la manipulation de sa mère Priscilla Majani. Ce risque reste réel, d'autant plus en raison de l'enjeu effroyable qu'il y a autour de Camille et que je vais révéler dans mon dossier spécial. Pour conclure donc le dossier précédent et faire la transition avec le suivant, celui du dossier spécial Affaire Camille, il est important de mettre l'accent sur cet écart de prise de position de ces deux mères protectrices, en considérant que celle qui est la bonne de prise de position, évidemment, c'est celle de Priscilla Majani. Car ce que cette héroïque femme décida de faire pour sauver sa fillette du pire, et je me dois de le répéter, de le marteler, eh bien, la seule et unique mesure ici-bas, en fonction de la réalité de cette maléfique imposture sociétale qui nous piège, qui offre une chance de sauver son enfant des griffes de pédocriminels ou de réseaux de l'horreur. Dans l'autre cas, jusqu'ici nous n'observons que des drames atroces, les affaires se finissant avec des enfants martyrs repris par le réseau, ou depuis le début, abandonnés par faute de courage par des parents prétendus protecteurs. Alors certes, il y a trop d'échecs tragiques de parents protecteurs ayant pris le maquis avec leur enfant, repris par la suite par le réseau. On peut et on doit citer l'affaire de Sandrine Gachadois, ou encore l'affaire de Séverine et Amaurice, Séverine et son fils Amaurice. Et préciser que si ces mères héroïques ont été finalement reprises par le réseau, eh bien cela n'enlève strictement rien à la magnifique leçon de courage que ces femmes héroïques nous auront offert, et au fait qu'il n'y a pas d'autre option pour sauver les enfants de la pédocriminalité organisée. Mais faisons bien la part des choses. Amaurice était perdu d'office si sa mère Séverine, au lieu de prendre le maquis avec son enfant, s'était cantonnée à offrir sa voix au cirque infâme de l'imposture judiciaire, de ce service d'inquisition à la solde de la pédocriminalité. Ce que nous propose de faire d'ailleurs
tant de prétendus leaders de la lutte contre la pédocriminalité. Donc je me devais de relever ce point de détail qui pour moi n'en est justement pas un. Et de rappeler une fois encore que la seule et unique mesure offrant une chance de sauver son enfant lorsque l'on comprend qu'il est la proie d'un géniteur pédocriminel, et a fortiori s'il est établi qu'il y a du réseau là-dessous, est de prendre le maquis avec son enfant et de tout faire pour tenir aussi longtemps que possible. Ce que fit avec succès le capitaine Priscilla Majani, dont voici maintenant l'histoire. Merci. Priscilla, bonsoir. Alors vous avez accepté et même souhaité cette rencontre, cette interview, pour me raconter, pour nous raconter, je crois au plus grand monde possible, la très désagréable mésaventure qui vous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Priscilla Majani. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est sa culotte. C'est sa culotte? Ça, c'est son zizi. Ça, c'est son zizi. Le plus court. Toi, Un petit peu plus court. Et c'est gros, son zizi? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi qui es à côté? Le zizi dans le trou des fesses. Tu mets le zizi dans le trou des fesses? Dégagez, allez rejoindre les pédolantes, moi je fais pas partie de cette bande. D'accord? J'en fais pas partie. Voilà. Allez, on dégage. On voit clairement le réponse d'Alain Chauvet, qui était le plaignant de cette groupe. Ouais. Je vais faire en brochette. Je suis pas garé là. Vous voulez nous accompagner? On monte à la gare à pied. À la gare à pied? Oui, on va monter. Hein? Écoute, là c'est Alain Chauvet qui est sorti de le procès avec la protection de la police. En même temps, le défendante, capitaine Priscilla Majani, se reste incarcéré, escorté direct au la gare de Toulon, escorté par la police.